Il est admis, en logique, que l'on peut quelquefois déduire une proposition d'une autre, sans avoir recours à une troisième, ou ce qui revient au même sans employer le syllogisme. Ainsi, d'une proposition universelle, soit affirmative, soit négative, on prétend tirer immédiatement la particulière correspondante. Tout A est B, donc quelque A est B, nul A n'est B, donc quelque A n'est pas B. C'est ce qu'on appelle une subalternation. On dit dans le même sens que toutes les propositions, excepté les particulières négatives, peuvent se convertir, c'est-à-dire que le sujet peut y prendre la place de l'attribut et l'attribut celle du sujet. Tout A est B, donc quelque B est A. Nul A n'est B, donc nul B n'est A. Quelque A est B, donc quelque B est A. Une troisième opération du même genre est la contraposition, limitée par Aristote à l'universelle affirmative. Tout A est B, donc tout ce qui n'est pas B n'est pas A. Ou plus brièvement, nul non B n'est A. Plusieurs logiciens, cependant, admettent aussi qu'une contraposition de la particulière négative. Quelque A n'est pas B, donc quelque non B est A. On compte encore d'autres conséquences immédiates, fondées sur ce qu'on appelle l'opposition des propositions. Mais la subalternation, la conversion et la contraposition sont les seules dans lesquelles la vérité d'une proposition résulte de la vérité d'une autre. Non seulement on pense que ces résultats peuvent être obtenus sans le secours du syllogisme, mais c'est au contraire le syllogisme qui passe pour avoir besoin, dans la plupart des cas, du secours des conséquences immédiates. On distingue en effet 3 ou même 4 figures du syllogisme, et l'on suppose en même temps, par une sorte de contradiction, que les syllogismes de la première figure sont les seuls qui concluent par eux-mêmes et en vertu de leur propre forme. On se croit donc obligé de démontrer ceux des autres figures par leur transformation en syllogisme de la première, et pour cela, on substitue à une ou plusieurs des propositions qui les composent celles qui sont censées en découler immédiatement. La subalternation ne joue du reste aucun rôle dans ce travail, et la plupart des logiciens, à l'exemple d'Aristote, emploient exclusivement la conversion qui porte en général dans la seconde figure sur la majeure, dans la troisième sur la mineure et dans la quatrième sur la conclusion. Il y a cependant des modes pour lesquels on a eu aussi recours à la contraposition. Ainsi, quelques auteurs contraposent l'universelle affirmative qui sert de majeure dans la seconde figure au mode camestre et barocco. W. Hamilton contrapose même les particulières négatives qui servent dans la troisième figure au mode Boccardo
de majeur et de conclusion. Quelque générale que soit l'opinion qui subordonne la théorie du syllogisme à celle des conséquences immédiates, je la crois doublement erronée. Je crois que chacune des figures du syllogisme, de celles du moins qu'Aristote a admises, repose sur un principe évident par lui-même, et que les conséquences que l'on appelle à tort immédiates, et dont on se sert pour démontrer les figures, sont elles-mêmes des syllogismes de trois figures différentes. J'essaierai d'établir successivement ces deux points, en commençant par le dernier. Les conséquences que l'on peut tirer d'une proposition dépendent évidemment de la valeur de cette proposition elle-même. Nous avons donc besoin avant tout de savoir quelle est au juste la valeur de chaque espèce de proposition. Or, les propositions universelles, tant affirmatives que négatives, ont une valeur double, car elles sont à la fois l'expression d'une loi et celle d'un fait. Dire que tout A est B, ou que nul A n'est B, c'est dire que la notion A, considérée en elle-même, implique ou exclut en droit la notion B. Mais c'est dire aussi qu'en fait, chacun des sujets réels X, Y, Z, dans lesquels réside l'attribut A, possède ou ne possède pas l'attribut B. Les propositions particulières, soit affirmatives, soit négatives, sont au contraire la simple expression d'un fait. Dire que quelque A est B ou n'est pas B, c'est dire que parmi les sujets réels de l'attribut A, il s'en trouve au moins un, X, dans lequel cet attribut coïncide ou ne coïncide pas avec l'attribut B. Considérons maintenant l'universelle affirmative tout A est B, et demandons-nous quelles conséquences nous pouvons en tirer. Puisque cette proposition est l'expression d'une loi, nous pouvons appliquer cette loi à un cas donné. Dès que nous viendrons à savoir qu'un sujet réel X possède l'attribut A, nous en conclurons que ce même sujet est aussi en possession de l'attribut B. Mais en attendant que l'occasion se présente d'exécuter cette opération, nous pouvons en quelque sorte en tracer le plan. Nous ne savons pas encore ce que sera en lui-même le sujet X, mais nous savons du moins qu'il sera au nombre de ceux qui possèdent l'attribut A. Nous pouvons donc l'appeler provisoirement quelque A. Nous raisonnerons alors de la manière suivante. Tout A est B. Or, quelque A est A. Donc, quelque A est B. Et le résultat de ce raisonnement sera précisément la subalternation de la proposition tout A est B. Remarquons bien que la mineure quelque A
est A n'est identique qu'en apparence et signifie en réalité que le sujet X, de quelque nom que nous l'appelions, possède l'attribut A. Nous avons donc affaire non à 2 termes seulement, mais à 3. Le sujet X, l'attribut A qui lui appartient, et l'attribut B, inséparable de l'attribut A. Et c'est parce que l'attribut B est inséparable de l'attribut A et que l'attribut A appartient au sujet X que nous affirmons que ce sujet possède aussi l'attribut B. La subalternation de l'universelle affirmative est donc bien un syllogisme de la première figure, en Dari. Et le principe sur lequel elle repose est celui que l'on donne pour fondement, non seulement à cette figure, mais à la syllogistique tout entière. L'attribut qui est impliqué par un autre appartient à tout sujet dans lequel celui-ci réside. Nota, note, est etiam nota rei ipsius. Mais l'universelle négative n'est pas moins que l'universelle affirmative l'expression d'une loi. Nous pourrons donc également appliquer la loi négative nul A n'est B à un sujet donné. Nous pouvons donc aussi l'appliquer par avance à un sujet encore inconnu que nous appelons provisoirement quelque A. Nous obtiendrons ainsi un syllogisme de la première figure en Fério. Nul A n'est B, or quelque A est A. Donc quelque A n'est pas B, dans lequel il est facile de reconnaître la subalternation de l'universelle négative. Il est évident que le principe de ce syllogisme est au fond le même que celui du précédent. Il suffit d'en modifier l'expression pour l'adapter au cas où la majeure est négative. L'attribut qui est exclu par un autre est exclu de tout sujet dans lequel réside ce dernier. Repugnans note repugnat rei ipsi. Revenons à l'universelle affirmative tout A est B, et considérons-la de nouveau comme l'expression d'une loi. Une loi n'est pas seulement susceptible de l'application directe dont nous venons de parler. Elle en comporte encore une autre, moins naturelle, mais non moins rigoureuse, que l'on pourrait appeler indirecte ou renversée. De ce que la notion A implique la notion B, il s'ensuit qu'un sujet qui possède l'attribut A doit posséder aussi l'attribut B. Mais il s'ensuit également, en sens inverse, qu'un sujet qui ne possède pas l'attribut B manque d'une condition indispensable pour posséder l'attribut A. Faisons donc l'application renversée de cette loi, non plus à un sujet particulier, mais d'une manière générale à tout sujet qui ne possède pas l'attribut B, et appelons ce sujet, quel qu'il soit, non B.
Nous raisonnerons alors de la manière suivante en camestre. Tout A est B. Or, nul non B n'est B. Donc, nul non B n'est A. Et nous ne ferons autre chose par ce raisonnement que contraposer l'universelle affirmative tout A est B. La mineure, ici encore, n'est identique qu'en apparence. Non B n'est pas la simple négation, en termes abstraits, de B. C'est un sujet réel et concret, X, dont nous nions dans la mineure l'attribut B, pour en nier dans la conclusion l'attribut A. Mais c'est un sujet général, ou si on l'aime mieux, c'est indifféremment tout sujet qui peut être caractérisé par l'absence de B. De sorte qu'inférer, dans ce sujet, l'absence de A de l'absence de B, c'est en même temps énoncer la règle générale qui nous permet de conclure de la négation de B à la négation de A. La subalternation et la contraposition de l'universelle affirmative sont donc également des syllogismes, l'un de la première figure, l'autre de la seconde, l'un dans lequel la conclusion est particulière et n'a qu'une valeur de fait, l'autre dans lequel elle est universelle et vaut à la fois en fait et en droit. Quant au principe sur lequel repose la contraposition, je ne sache pas qu'il ait eu jusqu'ici l'honneur de figurer au nombre des axiomes de la logique. Je n'hésite pas cependant à le mettre sur la même ligne que celui de la subalternation et à le reformuler en disant que lorsqu'un attribut en suppose un autre comme sa condition, la négation de la condition entraîne celle du conditionné. Sublata conditione tolitur etiam conditionatum.